Le goût du risque, je déteste ça. Mais alors vraiment, je déteste ça. Donc j'ai toujours fait en sorte d'en prendre le moins possible. Scientifique, navigatrice hors pair et militante écologiste, Isabelle Autissier a consacré toute sa vie à la mer. Pour elle, quelles que soient les avancées techniques, la superstition n'est jamais loin lorsque l'on navigue. Une façon pour les marins de donner un sens aux caprices des océans, qu'ils ne peuvent maîtriser. En 97, Isabelle Autissier a elle-même expérimenté ce sentiment d'impuissance lors d'une gigantesque tempête qui a coûté la vie à son camarade du Vendée Globe, Jerry Roof. Je m'appelle Malo Tresca. Je suis journaliste à La Croix et j'ai rencontré Isabelle Autissier au Musée maritime de La Rochelle. Dans ce podcast, des personnalités qui ont fait l'expérience du danger nous confient leurs grands questionnements spirituels. Vous écoutez la 3e saison de Place des religions. Bonjour Isabelle Autissier. Bonjour. Vous nous avez donné rendez-vous ce matin dans un endroit bien atypique, un endroit qui vous est cher, le Musée maritime de La Rochelle, votre port d'attache depuis de si nombreuses années. Alors à cause de la pandémie, il est bien sûr fermé. On a traversé ce matin cet immense hall désert. Qu'est-ce que vous aimez ici et pourquoi ce lieu est si symbolique pour vous ? C'est un peu l'histoire de La Rochelle quand même. La Rochelle, depuis quand même au moins 5 ou 6 siècles, est un port de mer, un port de pêche, un port de commerce, un port de voiliers depuis moins longtemps, mais voilà. Et je trouve que le musée symbolise bien cette réunion de la vocation maritime, en fait, de cette ville. Vous avez coutume de dire que vous avez vécu 3 vies. Il y a d'abord eu Isabelle Autissier, la scientifique, celle qui a choisi de devenir ingénieure agronome à Lyeut. Il y a eu évidemment Isabelle Autissier, la grande navigatrice. Et puis, il y a eu Isabelle Autissier, la militante. On pourrait ajouter Isabelle Autissier, l'écrivaine. Qu'est-ce qui relie intrinsèquement toutes ces grandes phases de votre existence ? Qu'est-ce qui en fait l'unité ? La mer, puisqu'on la retrouve un peu partout, même si je suis quand même pas complètement monomaniaque. Mais enfin, oui, je suis ingénieur à Lyeut, j'ai travaillé pour la pêche, j'ai fait de la course au large. Aujourd'hui, je continue à beaucoup naviguer. Dans mes écrits, la mer est présente. Dans ce que je fais au sein du WWF, la mer est présente. Voilà. La deuxième chose, j'ai envie de dire, c'est quand même une certaine forme de curiosité et d'envie d'aller voir ailleurs. Pas seulement derrière la ligne d'horizon, mais aussi dans des territoires. Par exemple, vous parliez de l'écriture, je pourrais parler de la Seine, je pourrais parler d'une organisation environnementale. Enfin voilà, j'aime bien essayer d'aller voir ailleurs, oui. Votre goût pour le large, vous l'avez découvert enfant en Bretagne, en embarquant notamment sur le vaurien familial acheté à l'époque par votre père au bazar de l'hôtel de ville. Vous aviez déjà conscience, un peu à l'époque, au fond de vous, que vous consacreriez toute votre vie à la mer ? Absolument pas, parce que quand on a 8 ans, d'abord, on n'a pas conscience de la vie qui va... Voilà, on dit quand je serai grande, quoi. Mais quand je serai grande, c'est... Moi, c'était un peu quand je serai grande, je ferai du bateau, mais... Quand j'ai commencé à penser à ça et que j'étais effectivement une enfant, j'avais pas du tout l'idée de ce que j'allais pouvoir vraiment faire pour faire du bateau, quoi. C'était quand même assez flou. Ça s'est précisé petit à petit, d'une part parce que j'ai de plus en plus navigué, je me suis construit un voilier, et puis d'autre part parce que j'ai décidé de faire des études qui m'amèneraient forcément au bord de la mer, en me disant si je fais des études à Lyeut, forcément ça va être en mer. Donc voilà, les choses se sont faites petit à petit. Comment est-ce que vous qualifieriez aujourd'hui votre rapport à la mer ? Il est assez global, dans le sens où moi j'ai toujours autant un bonheur qui tient de l'émotion, du sensuel, au sens des sens. Ça bouge, ça a une odeur, ça a, voilà, le vent sur la figure, le bruit des vagues. Donc c'est quelque chose qui est toujours très présent pour moi quand je navigue. Et puis il y a une dimension qui s'est construite petit à petit, mais qui est très importante pour moi, c'est la dimension, j'allais dire, intellectuelle. Quand on navigue, déjà, moi j'ai fait du calcul vectoriel quand j'avais 10 ans. Je savais pas que ça s'appelait comme ça, mais quand on calculait les courants, c'était ça qu'on faisait. Et puis voilà, après, tout ce qui est de l'ordre de la navigation, de la météo, qui a un côté très intellectuel, évidemment. Et puis mes études d'ingénieur à Lyeut, où là, effectivement,
tout ce qui est de l'ordre de la biologie. Et j'aime bien les deux, en fait. Et qu'est-ce que la science apporte à cet émerveillement? Mais la science, elle vous émerveille. Enfin, c'est quand même absolument extraordinaire quand on commence à comprendre comment font les organismes vivants, que ce soit en mer ou à terre d'ailleurs. On est complètement fasciné, quoi. La science, elle vous amène aussi une dimension d'émerveillement, bien sûr. Après quelques jours en mer, vous avez déjà dit avoir expérimenté une forme d'animisme qui n'est pas religieux. Alors, qu'est-ce que vous entendiez par là? Oui, alors c'est un peu exagéré, animiste, parce que ça a l'air de vouloir dire que c'est une religion. Non, ce que je veux dire, c'est que on se met, par exemple, on parle à son bateau, on parle au vent, on parle à la mer. J'attends pas qu'ils me répondent, hein. Et j'attends même pas d'ailleurs de signes. Ce que pouvaient faire les animistes, qui pouvaient attendre des signes de différents éléments ou des animaux ou des choses comme ça. Mais ce que je veux dire, c'est que on comprend mieux effectivement comment, quand on est pour le coup seul, mais pas forcément d'ailleurs, quand on est dans ces milieux maritimes extrêmement loin de certaines rationalités terrestres, on peut très bien se construire une autre rationalité. Et on peut très bien voir des signes partout et interpréter les choses. Et c'est même un petit jeu. Et je trouve que je comprends comment ça peut être constructif, quoi. Je comprends comment le fait de parler aux nuages, bah, ça peut être un défouloir parce qu'on les engueule, parce qu'ils sont Qu'est-ce pas que vous comme on leur veut. dites, par exemple? Ah, bah, je leur dis que je leur demande ce qu'ils foutent là, je leur dis que c'est vraiment pas le moment, je leur dis que la rafale, c'est pas le bon moment, c'est pas bien, enfin voilà. Mais c'est une façon aussi pour moi de me défouler. Puis évidemment, quand on est en solitaire, c'est une façon de s'adresser quand même à quelqu'un ou à quelque chose. Et ça, l'être humain en a besoin. Donc, c'est pas du tout, je le fais pas du tout dans un sens religieux. J'ai aucune relation avec ce qu'on pourrait appeler Gaïa ou je sais pas quoi, ou pas du tout. Mais c'est vrai qu'on comprend mieux, en tout cas, ce besoin de l'humain de se créer des entités à côté de lui ou au-dessus de lui ou je sais pas où quand on navigue. Donc ça relève pas du tout de l'ordre de la superstition, mais par exemple, quand les éléments se déchaînent, est-ce que vous ressentez une forme de trahison ou de... Non, non, mais je me rends compte que la superstition, elle est pas loin quand même quand on navigue. Elle existait beaucoup parce que les marins, tout simplement, avaient beaucoup de difficultés, par exemple, à prévoir la météo. En tout cas, à moyen terme. À court terme, bon, évidemment, ils voyaient un nuage, ils savaient qu'il y aurait du vent. Et donc, forcément, il y avait l'idée qu'une puissance occulte était là pour leur envoyer des tempêtes ou des calmes, et que donc, ça pouvait dépendre de leur comportement à eux, qu'ils étaient en quelque sorte récompensés ou punis. Donc, évidemment, aujourd'hui, c'est complètement différent, ne serait-ce que par rapport à la météo, parce qu'on sait ce que c'est. Mais il n'empêche que, vous savez, le truc qu'on dit familièrement, cross finger, quoi, croisons les doigts. Bon, bah, c'est vrai que, par exemple, quand on est à 24 heures d'arrivée, par exemple, que ce soit d'une course ou une navigation, on peut avoir ce petit sentiment comme ça, un peu de se dire, bah, c'est pas le moment qu'il arrive quelque chose parce qu'on est à la fin et en même temps, voilà, il y a une petite forme de superstition un peu qui peut venir assez vite, en fait. Vous ne vous réclamez pas d'une confession particulière, mais vous avez grandi, je crois, dans une famille de tradition catholique, avec notamment aussi vos grands-parents dans votre grande maison à Saint-Maur-des-Fossés. Est-ce que vous avez gardé quelque chose de ça? Pas grand-chose, je crois, si ce n'est culturellement, parce qu'évidemment, la culture chrétienne a imprimé, et imprime encore notre civilisation, même si ça commence à être plus éloigné. Mais quand même, quand on parle d'art, quand on parle de littérature, quand on parle d'un certain nombre de valeurs, il y en a encore beaucoup qui sont rattachées, à cette pensée chrétienne. Donc du coup, c'est vrai que moi, ça m'a aussi donné des clés. Après, j'ai assez vite, bon, comme tous les petits enfants qui sont éduqués avec une certaine, voilà, on leur explique qu'il y a le bon Dieu, le petit Jésus, tout ça. Moi, j'ai évidemment cru et c'était normal. Quand j'ai eu une quinzaine d'années, j'ai commencé à me dire que non, que je ne croyais pas, puisque c'est une croyance. Est-ce que vous avez parfois eu le sentiment de vivre pendant vos traversées quelque chose un peu du ressort de l'expérience mystique ou de la retraite spirituelle, pas forcément au sens religieux? Vous savez, quand on est en course seul sur un bateau, on a du boulot en permanence, hein. On n'est pas en train de regarder comme ça les vagues qui passent, hein. Après, je pense que ce qui est intéressant quand on est en mer, c'est qu'on prend la dimension, et là, pour le coup, ça rejoindrait plutôt mes engagements environnementaux,
On prend quand même vraiment la dimension du fait qu'on est un grain de poussière sur un grain de poussière. Quand on lève la tête la nuit, quand il y a des étoiles, puisque ici on les voit plus beaucoup les étoiles, hein, il y a trop de lumière parasite, mais en mer on les voit très bien. C'est vrai que quand on regarde le cosmos, on a un peu le vertige, quoi. C'est-à-dire qu'on a l'impression que c'est très grand, puis en plus, même ce qu'on voit, c'est ridicule, c'est rien du tout par rapport aux milliards de soleils, de planètes, de trucs dans tous les sens. Donc là, quand même, on se dit, waouh, on prend la mesure du rien que nous sommes. En même temps, on prend aussi la mesure de, si je suis là sur un bateau à voile à un moment donné sur l'océan, c'est quand même que je suis la représentante d'une espèce un peu particulière. Et donc, on prend la mesure de ces deux choses-là, je pense. C'est plus de cet ordre-là, les réflexions qui me sont venues à l'esprit, et donc sur le fait qu'il n'y a pas de planète B, et on est une espèce qui a acquis un pouvoir tel qu'on a le pouvoir de se détruire ou au contraire de ne pas se détruire. Donc, je pense que ça, c'est des choses auxquelles on peut penser quand on est en mer. Donc oui, ça a ouvert de grands questionnements existentiels qui ont rejoint ensuite Oui, disons que ça les a militants. renforcés, parce que moi, les questions environnementales, je les ai pas découvertes il y a 10 ans. Hein. Moi, quand je me suis occupée de la pêche dans le début des années 80, c'était déjà la question. Donc, je suis pas une convertie de la dernière heure, mais c'est vrai que la navigation rend tout ça assez, pour le coup, assez charnel, quoi. Donc, on peut passer d'un raisonnement scientifique et rationnel à quelque chose d'un peu plus, d'un peu plus émotionnel. En 91, vous vous êtes lancé dans votre premier tour du monde en solitaire pour le Bug Challenge. Qu'est-ce qui vous guide alors? Est-ce que c'est un peu déjà un esprit de compétition, le goût du risque, une recherche de danger, de changer des points de repère? Alors, le goût du risque, je déteste ça. Mais alors, vraiment, je déteste ça. Donc, j'ai toujours fait en sorte d'en prendre le moins possible. Donc, de préparer, etc. Donc, je parlais tout à l'heure de mon envie d'aller ailleurs par rapport à l'horizon. Donc, ça, j'avais déjà un peu fait, puisque je vous ai raconté que je m'étais construit un bateau. Après, je suis partie 1 an naviguer avec. Et ailleurs, du point de vue de la compétition, parce que la compétition, c'est pas tout à fait naviguer comme pour aller se balader aux Antilles. C'est une autre exigence, il faut être meilleur partout. Et ça m'intéresse. J'ai toujours, je pense, été assez intéressée par le côté, alors j'aime pas le mot défi parce que c'est un mot qui me met mal à l'aise, mais en tout cas, le fait d'aller chercher un peu au fond de moi des choses différentes, peut-être nouvelles, des choses que j'attends pas, et pour arriver à trouver ces choses-là, il faut que je me mette dans des conditions différentes. Si je reste à la maison comme d'habitude, je vais vivre comme d'habitude et je vais pas exprimer ces choses-là. Elles sont peut-être en moi, mais j'en sais rien. Si je me mets en situation d'être obligée de vivre et de penser autrement, bah là, j'ai une chance que ça marche, quoi. Vous mobilisez dans ce cas des ressources intérieures dont vous ne soupçonnez pas forcément Bien l'existence sûr, avant. et que j'aurais jamais mobilisé si m'étais pas retrouvée dans ces conditions-là. Donc c'est un peu ça qui m'attire en fait dans la compétition à ce moment-là, c'est de me dire waouh, c'est vraiment un truc qu'on doit en apprendre, non seulement sur les techniques, mais aussi sur voilà, sur ce qu'on est capable de sortir de soi-même, quoi. Ce danger, vous l'avez expérimenté d'une manière extrêmement violente. Alors on est là le 7 janvier 97, vous êtes en plein milieu du Pacifique, et ce jour-là, une violente tempête va produire des conditions extrêmes, des rafales à plus de 180 km/h, des vagues qui atteignent 30 mètres de haut. Est-ce que vous pourriez nous raconter ce que vous avez alors vécu? D'abord, je m'y attends pas parce que la météo qu'on reçoit à bord ne prévoit pas ça, et puis, je vois quand même que ça forcit dangereusement. Donc comme je m'y attends pas, j'ai rien fait pour essayer d'éviter, parce que parfois on essaye d'éviter la tempête, enfin en tout cas le plus gros de la tempête. Mais là, je suis assez tranquille, je me dis qu'il y aura du vent, mais bon, rien de plus terrible que ce que j'ai déjà vu. Et bon, je me retrouve dedans. Petit à petit, on fait ce qu'il faut pour que le bateau survive. Et moi, ce qui m'a le plus frappé, c'est que bon, donc on baisse les voiles, on sécurise tout, on est enfermé à l'intérieur, on peut pas sortir, on peut pas respirer. Il y a trop d'eau dans l'air. On peut rien faire dehors, donc on est dedans, en train d'essayer de piloter avec le pilote automatique comme on peut. Et moi, ce qui m'a frappé quand même, c'est la première fois que je ressentais un sentiment d'impuissance. Là, je pouvais plus rien faire. J'avais fait tout ce que je savais faire.
Et après, c'était Mektoub, hein, c'était le hasard de la vague qui a un angle de 10 ou 20 degrés qui est pas attendu et qui va coucher le bateau ou pas. Ou tant qu'il fait jour, on est un peu comme ça, crispé, en train d'essayer de jouer avec les commandes du pilote en regardant derrière les vagues qui arrivent. Puis après, il se met à faire nuit et là, on peut plus rien faire. Et donc, moi, je me suis attachée sous la table à cartes pour pas me faire mal, parce que je m'étais fait mal déjà plusieurs fois quand le bateau avait chaviré. Et puis, je me suis un peu endormie, quoi. De toute façon, c'était par-dessus tout cette impression que, voilà, les petits humains qui se targuent d'avoir toujours plein d'idées, plein de solutions et plein d'intelligence, là, c'était fini, j'étais allée au bout et il fallait que j'attende que ça se passe, ou pas. Et vous arriviez à ce moment-là à dompter votre peur et vos Je angoisses? sais pas si c'est de la peur, oui, évidemment, il y a une angoisse très forte, mais c'est difficile à expliquer pour un non-marin. Il y a forcément, quand on est en mer, on apprend que les choses, elles sont comme ça. D'ailleurs, quand on revient à terre, on se dit: «C'est drôle, les gens à terre, ils ont l'air de penser qu'ils sont les rois de la piste». En mer, on décide pas d'où vient le vent, on décide pas de la forme des vagues, on peut décider de sa trajectoire, mais voilà, c'est à peu près tout. Et donc on a quand même une forme à la fois d'abandon, on arrête de lutter, quoi. Parce que c'est la meilleure chose à faire, en fait. Et après, oui, quand ces conditions sont très violentes, c'est très impressionnant, c'est angoissant, mais c'est pas de la peur au sens, vous savez, où la peur qui vous paralyse, quoi. Bon, c'est pas ça, parce que la vie est comme ça, puis peut-être ça va s'arrêter ou peut-être pas, mais on est dans l'ordre des choses, quoi. Fax d'Isabelle Autissier, reçu à Paris ce midi. C'est la guerre, mer énorme, Jerry introuvable, je crains chavirage pour Jerry. Jerry Roof, le Canadien, deuxième de la course, mais depuis hier soir, sa balise Argos ne répond plus, lui qui traversait une zone délicate, avec une mer démontée et un vent qui souffle à plus de 100 km/h. Isabelle Autissier navigue à moins de 60 km de Jerry Roof, et dès que la météo le permettra, elle se mettra à la recherche du Canadien. En 97, pendant cette énorme tempête, votre confrère canadien, Jerry Roof, n'a plus donné de signe de vie. À l'époque, vous étiez en lien, avec lui. Son corps ne sera jamais retrouvé. Vous vous êtes vraiment dit, d'une certaine manière, que ça aurait pu être vous? Je me suis pas tout à fait dit ça comme ça, je l'ai vraiment, enfin bon, je l'ai cherché pendant 3 jours et là aussi, c'était aussi un sentiment d'impuissance parce qu'il faisait toujours quand même très mauvais, hein. Il y avait encore beaucoup de vent, il y avait pas de visibilité donc moi, je suivais un peu ce que me disait le CROSS, là, l'organisme de secours, en France qui essayait vaguement de me guider, mais enfin, bon, voilà, tout ça a été très aléatoire. Alors, comment dire ça? De toute façon, dans tous ces moments-là, il y a le cerveau émotionnel et il y a le cerveau, pragmatique. Et quand c'est la guerre comme ça, le cerveau pragmatique, enfin, en tout cas chez moi, il prend le dessus, quoi. Les émotions, on verra plus tard. On verra quand je serai à terre et que je pourrai, m'adonner à ça. Mais sur le moment, je le cherche. Je me dis intellectuellement que ça aurait pu être moi, puisque moi, j'ai chaviré 6 fois et le bateau s'est redressé 6 fois. Donc je pense que son bateau, lui, ne s'est pas redressé, parce que, je dis: «La vague avait pas la même incidence» ou quoi ou mais tout ça est très intellectuel, quoi. C'est après, arrivé à terre qu'il y aura un travail de deuil parce que, voilà, parce que c'était un copain, parce que c'était un être humain, parce que je l'ai cherché, parce que, voilà, pour toutes ces raisons, comme on a à faire le deuil malheureusement les uns et les autres, régulièrement dans nos vies. Le moment le plus compliqué peut-être, bon, il y a cette recherche qui est compliquée, mais c'est le moment où on vous dit: «Faut arrêter» et là, on peut pas le faire. On le fait pas. Après, on vous redit: «Non mais, ça va, maintenant t'arrêtes» et voilà et là, c'est dur ce moment-là. C'est le plus dur, je trouve, parce que, voilà, on vous dit que c'est fini, quoi. On vous dit: «Tu sers à rien», et donc, dans la tête, c'est là que le deuil commence, en fait. C'est quand on arrête de le chercher. Et le fait d'avoir, donc à plusieurs reprises, frôlé finalement la mort, est-ce que ça a changé votre rapport à la vie? C'est pas ça qui a changé mon rapport à la vie. Ce qui a changé mon rapport à la vie, c'est le bonheur. C'est, quand je finis mon premier tour du monde et que j'ai rempli le contrat que je devais remplir. Quand j'avais 8-10 ans, je me disais: «Quand je serai grande, je ferai du bateau» et j'ai fait du bateau et
Après, un petit peu plus âgée, je me suis dit un jour, je ferai un tour du monde et j'ai fait un tour du monde. Donc ce moment-là est un moment absolument fondateur pour moi et c'est un moment de bonheur, évidemment. Et à ce moment-là, ce qui me passe par la tête, c'est le reste, c'est du bonus. C'est-à-dire, c'est bon, j'ai fait le job, personne ne me l'enlèvera jamais. Maintenant, je vais faire d'autres choses, bien, pas bien, je vais les réussir, je vais les rater. C'est pas grave, il faut que je continue à aller de l'avant, puisque pour l'instant, ça me réussit. Et puis, on verra bien, mais voilà, c'est une espèce de j'ai plus de pression, quoi. Vous avez vécu vos moments d'épiphanie et... Ouais, j'ai fait le job, quoi. Donc, j'ai plus de pression. Donc, après, je me sens une immense liberté pour justement aller sur des territoires complètement inconnus parce que je m'en fous de rater. C'est pas grave. De toute façon, j'ai déjà en magasin ce qu'il me faut pour être heureuse toute ma vie. Donc, voilà. Donc, ce moment-là est formateur. Après, les moments où ça se passe mal, en fait, on est contente d'avoir réussi à les traverser, d'avoir quand même été capable d'aller chercher au fond de soi-même les qualités et l'énergie qu'il fallait pour traverser ces moments-là. Point barre. Le reste, c'est des histoires qu'on se raconte au bistrot avec les copains, quoi, ou avec la famille. Voilà, quoi, c'est tout. Vous venez d'écouter un épisode de la 3e saison de Place des Religions. S'il vous a intéressé, n'hésitez pas à le partager et à vous abonner à notre podcast. Place des Religions est à écouter sur toutes les plateformes, sur le site et l'appli La Croix.